Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Alors que le Premier ministre François Bayrou s'apprête à être auditionné demain dans le cadre de l'enquête consacrée aux horreurs vécues de ce qu'on appelle l'affaire Betaram, on reçoit les invités en première partie d'émission pour en parler. Que se cache-t-il derrière le masque du renard, l'ouvrage d'Ewen Blin consacré à l'adolescence? On le reçoit pour en parler. Ce sera en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous emmène en Chine où, face à la crise de l'emploi, des jeunes font semblant d'aller travailler pour rassurer leur famille. Mais avant cela, place à l'actu d'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec les yeux rivés sur Gaza. La faim y est utilisée comme arme de guerre, alerte Médecins du Monde dans un rapport. L'ONG s'inquiète particulièrement du sort des bébés et des futures mamans. Oui, depuis le blocus total d'Israël, plus aucune aide humanitaire ne peut entrer dans l'enclave palestinienne. Ce sont près de 2 millions de personnes qui sont privées de ressources essentielles. Une situation qui crée des cas de malnutrition aiguë, détaillé dans un rapport de 14 pages publié aujourd'hui par Médecins du Monde. L'ONG suit l'évolution dans 6 centres de santé présents dans la bande de Gaza. En 2024, près d'un bébé de moins d'1 an sur 4 et 19% des femmes enceintes et allaitantes ont été identifiées comme souffrant de malnutrition aiguë. C'est ce que rapporte Médecins du Monde. Les conséquences sont graves sur la santé, retard de croissance, naissance prématurée, fausse couche. Dans son rapport, Médecins du Monde cite des infirmières qui racontent le cas d'une petite fille de 4 ans dans un état de malnutrition aiguë dont l'apparence était si frêle qu'elle ressemblait à une personne âgée et qui perdait ses cheveux partout. Dans ce rapport, Gaza est comparé à des pays confrontés à des crises de malnutrition de longue durée, un niveau atteint en à peine 1 an et demi. La situation s'est aggravée depuis le 2 mars dernier avec, je cite, les restrictions intolérables imposées par les autorités israéliennes sur l'acheminement de l'aide à Gaza. Déclaration de Médecins du Monde qui appelle les États exerçant une influence sur les parties au conflit à agir au plus vite. Retour en France où des violences entre quartiers ont explosé en plein tribunal à Bordeaux et c'est assez rare pour être souligné, Shirley. Oui, et ça s'est passé hier soir dans la cour d'assises de Gironde. Première journée d'audience dans le procès de 3 jeunes hommes. 3 jeunes hommes jugés pour la mort de Lionel Cesse, cet adolescent de 16 ans, mortellement blessé il y a 4 ans lors d'une fusillade sur fond de rivalité, sur fond de haine même entre 2 quartiers bordelais, Les Aubiers et Saint-Louis-Chantecry. C'est cette haine réciproque qui a éclaté au grand jour dans le tribunal. Une bagarre impliquant une vingtaine de personnes sous les yeux des forces de l'ordre, dépassées par les événements. Réaction très émue de la maman de Lionel Cesse, l'adolescent tué en 2021. Elle était au micro de Jules Brélaz sur Ici Gironde. Moi, ça me peine beaucoup. On a été bousculés. Tous ceux qui étaient là pour nous soutenir ont été frappés. C'est pas normal. Et oui, des fonctionnaires de police ont été blessés en tentant de ramener l'ordre, mais étaient-ils assez nombreux pour garantir la sécurité? Maître Grégoire Mouly était présent, il défend l'un des suspects dans cette affaire. On n'a peut-être pas prévu assez de policiers, mais j'imagine que la discussion sur un éventuel huis clos, du moins la présence d'escortes supplémentaires, va être discutée parce que l'ambiance est tellement tendue que la moindre étincelle peut tout faire exploser. Il va falloir prendre des dispositions par contre parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la rixe, a écrit la Cour d'appel dans un communiqué. En attendant et malgré tout, le procès s'est poursuivi aujourd'hui sous surveillance renforcée. Dans ce journal également, un mot sur la grève en ce mardi 13 mai, suite à cet appel des syndicats de la fonction publique. Et parmi eux, Sud Éducation et SNES-FSU qui ont précisément souhaité alerter sur la situation des collèges et des lycées. Choc des savoirs, formation initiale, carrière, budget. Selon eux, il y a urgence pour le second degré. Plus globalement, les syndicats de la fonction publique ont appelé à la grève car ils craignent les mesures budgétaires prises pour cette année par le gouvernement, en particulier le grand ménage dans les agences et les opérateurs de l'État. Ce ménage annoncé par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Ils ont réclamé, ces syndicats, la hausse du point d'indice des fonctionnaires ainsi que le rétablissement de la rémunération complète sans carence pendant les jours d'arrêt maladie. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Saint-Quentin, Mont-de-Marsan, Châteauroux ou encore Bourg-en-Bresse. Des mouvements ont eu lieu un peu partout en France aujourd'hui.
Des enfants qui sont à la rue, on en parle souvent dans le Grand JT d'éducation et c'est encore une école qui ouvre ses portes pour accueillir les enfants la nuit et c'est à Strasbourg. Après l'école Saint-Jean au cœur de l'hiver, l'école Léonard de Vinci dans le quartier de l'Elzo accueille une famille de 6 personnes avec 3 enfants et cela dure depuis quelques mois. C'est la seconde fois de l'année que des parents d'élèves et des enseignants se dévouent pour trouver une solution, parfois à la limite de la légalité. Écoutez Nicolas, il est membre de l'association Elzo Solidaire. Pendant des mois et des mois, on a essayé d'alerter par des courriers, que ce soit la CEA, la ville, sans avoir de retour. Et on a pu voir dans d'autres établissements aussi de Strasbourg que la seule chose qui marche, c'est une sorte de désobéissance civile en fait, en mettant à l'abri les familles dans l'école. Face à cette situation, l'adjointe aux solidarités à la ville de Strasbourg, Floriane Varieras, s'assure faire son maximum pour trouver des solutions pérennes et souligne les carences de l'État. Elle était hier au micro d'Ici Alsace. Malheureusement, des centaines de familles dans le Bas-Rhin se retrouvent dans cette situation-là. Et si on regarde dans les autres grandes villes en France, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, avec la maire de Strasbourg, on a déposé un recours pour montrer les carences de l'État face à ces carences face à l'hébergement. Recours qui a été gagné à Grenoble il y a 1 mois et demi. Donc on espère que le nôtre est toujours en cours d'instruction au tribunal administratif. Là, pour le coup, pour l'école Saint-Jean, c'est bien vous, à la ville, qui avez réussi à replacer ces 3-4 familles. C'est parce qu'on va au-delà de nos compétences. En fait, on n'accepte pas de ne rien faire. Donc on héberge les familles, c'est les tiny house à la Robertso, c'est les 600 places d'hébergement qu'on a financées en plus. Donc ça, c'est les logements vacants qu'on mobilise pour pouvoir, grâce à l'association Les Petits Trous, pour pouvoir héberger les familles. Mais en fait, tout ça, c'est du budget que l'État ne nous donne pas pour le faire. C'est pas une compétence qui est la nôtre. Et en fait, si on est les seuls dans le Bas-Rhin, à Strasbourg, à faire ce genre d'effort, ça va pas suffire non plus. Floriane Varieras, l'adjointe aux solidarités à la ville de Strasbourg. Et pour rappel, on dénombre près de 2000 enfants sans abri en France, selon le dernier baromètre de l'UNICEF. À Marseille, enfin, jusqu'à ce vendredi 16 mai, on révise. Évidemment, on stresse, mais aussi on ne saute pas de repas. Oui, les étudiants qui passent leurs examens pourront dîner gratuitement toute cette semaine, et notamment les bacs pro dont les épreuves démarrent avec 1 mois d'avance cette année. Il suffit de se présenter avec sa carte d'étudiant dans l'un des 3 restaurants universitaires qui participent à l'opération, à savoir Canebière, Galina et Lumini, respectivement situés dans les 1er, 5e et 9e arrondissements de la cité phocéenne. Ces dîners gratuits, c'est une initiative de la ville de Marseille qui souhaite lutter contre la précarité étudiante et favoriser une alimentation équilibrée. Ville qui se félicite de sa politique volontariste. 19 000 repas ont déjà été distribués depuis la rentrée de 2024. Merci beaucoup, Shirley. C'est probablement la plus grande affaire de violence et de pédophilie en France, selon le porte-parole des victimes et ancien élève Alain Esquer. Mais alors que la position du Premier ministre François Bayrou se fragilise, notamment via le témoignage de sa fille, on revient sur cette affaire qui est à la fois sociale, politique et surtout historique. Alors que plus de 200 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves contre l'établissement scolaire privé catholique pour des violences sexuelles et physiques, eh bien de nombreuses interrogations, comme vous le savez, demeurent sur ce que savait réellement François Bayrou à l'époque des faits, en tant que à la fois député local, ministre de l'Éducation et aussi parents d'élèves, et ça joue évidemment beaucoup dans la balance, ça pèse dans la balance. C'est pour cela que la commission d'enquête parlementaire l'a convoquée donc demain pour une audition. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Amandine Schiappa. Bonjour. Enchantée, bonjour. Ravie d'être avec vous. Vous êtes spécialiste en communication sensible. Merci d'être sur le Grand JT, tout comme Laurent Kaufmann. Bonjour. Bonjour. Merci, un habitué du Grand JT et de School TV. Vous êtes secrétaire fédéral CFDT Éducation. On va parler de tous les aspects, à la fois communication, éducation, sensibilité. Ça nous touche tous, cette affaire. Je pense que personne ne peut passer à côté. Cette audition du Premier ministre intervient-elle trop tardivement, Amandine Schiappa? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites depuis que les médias ont commencé à parler de cette affaire, que le ministre lui-même s'est exprimé à plusieurs reprises. Mais finalement, oui, on a ce sentiment qu'il reste encore des choses à dire, des choses à éclaircir. Et peut-être que ce moment d'audition sera un moment qui va pouvoir aussi peut-être soulager François Bayrou.
Alors, soulager François Bayrou, ou j'espère surtout les victimes, est-ce que l'audition de demain peut changer la donne, selon vous, Laura Kaufmann ? Certains appellent à la démission quand même. Oui, alors nous, dans le contexte, en tant qu'organisation syndicale, la CFDT, d'abord, il y a un phénomène de société. C'est quelque chose qui sort, mais qui représente sur 50 ans d'histoire, parce que les premiers faits remontent quasiment aux années 50. Nous, déjà, la première chose, c'est la considération des victimes, de la parole des victimes. Et c'est le prolongement aussi du travail de la Civis. Enfin, on a l'impression que, enfin, des choses très puissantes émergent. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Et en tant qu'organisation syndicale, le fait que le Parlement fasse une commission d'enquête et reçoive toutes les personnes intéressées, c'est absolument indispensable dans le fonctionnement d'une démocratie. Ça vous rassure ? Complètement. Vous aussi, Amandine Schiappa, ça vous rassure sur la démocratie, sur la société, sur la façon dont oui, quand je disais, de manière peut-être un peu maladroite, j'en conviens, soulager François Bayrou, c'est parce qu'on voit bien que effectivement, il manque quelque chose dans sa communication et notamment aussi peut-être à destination des victimes. Il s'est exprimé à destination des victimes, mais de manière un peu tardive et peut-être un petit peu aussi maladroite. On n'a pas vraiment eu peut-être ce sentiment d'empathie. Peut-être qu'on a eu aussi l'impression qu'il est dans une forme de déni, ou qu'il l'était en tout cas. Et du coup, on a besoin, je pense, l'opinion publique a besoin d'entendre qu'il a compris la gravité de ce qui a pu se jouer dans cet établissement et d'en prendre toutes les conséquences. C'est ça qu'on a besoin d'entendre, je crois. Vous parlez de déni, on est d'accord, et pas de mensonge. C'est peut-être la lumière que devra faire cette commission d'enquête, mais la question effectivement se pose. Est-ce que il n'a pas vu, mais est-ce qu'on lui a dit, en tout cas des témoignages affirment que ça lui a été dit, que des discussions ont eu lieu sur ce qui se passait à Bethlehem, qu'il a eu vent de témoignages. On parle du témoignage de sa fille quand même, qui est quand même un des plus gros témoignages. Le témoignage de sa fille, il le découvre tardivement, mais de témoignages plus antérieurs. Le juge d'instruction dit avoir discuté de cette affaire avec lui, le gendarme en charge de l'affaire aussi, et lui dit ne pas se souvenir. Donc, alors, le témoignage de sa fille, vous dites tardivement, excusez-moi de vous couper, elle a raconté quand même sur la chaîne YouTube, je parle d'Hélène Perlan, donc la chaîne YouTube de Mediapart, qu'une discussion qu'elle avait donc eue avec son père en 1998, après que celui-ci eut rencontré donc le juge Mirande, chargé de l'enquête sur le fameux père qui est accusé de viol, le père Caricart, qui était ancien directeur de l'établissement en question, et s'est mis en examen pour ça exactement. Son père lui dit, et je cite donc le livre qui est sorti, ne le répète surtout pas. J'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois que c'est possible, ça ? L'interroge. Et effectivement, Hélène Perlan dit, je pense que mon père doutait vraiment de la situation. Mais ils ont eu cet échange. Et il l'a nié. Jusqu'au 15 février dernier. Oui, je parlais des violences dont elle a été victime elle-même. Il semblerait que son père l'ait découvert au travers de son témoignage dans le livre témoignage qui vient de sortir, et du coup des interviews qu'elle a accordées à la sortie, au moment de la sortie de ce livre. Effectivement, dans ce qu'elle raconte, qu'elle a échangé avec son père sur justement la discussion qu'il avait eue avec le juge d'instruction, mais elle dit dans le même temps qu'il est très probable que son père ne s'en souvienne pas. Elle parle aussi d'intrication, du fait, vous l'avez rappelé, qu'il était maire de Pau, qu'il était président du Conseil général, qu'il a été à ce moment où il a été dans les années 90, ministre de l'Éducation nationale. Il était finalement pleinement partie prenante dans ce sujet. Et c'est vrai que quand on fait de la gestion de crise, la communication de crise, ou quand on a affaire à des sujets parfois extrêmement sensibles, il peut arriver qu'il y ait des phénomènes de déni comme ça qui existent, qui sont des phénomènes un peu complexes, des espèces de biais cognitifs, où le cerveau met en place des systèmes de protection. Donc voilà, la commission fera son travail. Peut-être que la justice aussi se prononcera à un moment. Est-ce qu'il est vraiment dans le déni? Est-ce qu'il est dans le mensonge? Mais finalement, qu'il soit dans le déni ou qu'il soit dans le mensonge, j'ai envie de dire, l'un dans l'autre, les deux sont graves, quoi.
Ah oui, d'accord, j'avais peur de la chute. Laurent Kaufmann, une question évidemment par rapport à ce qui venait de dire, mais pour résumer aussi, c'est comment croire et surtout faire confiance quand la version de notre Premier ministre actuel, qui a été effectivement, comme vous l'avez rappelé, a eu plusieurs fonctions, dont ministre de l'Éducation à l'époque, quand on voit que François Bayrou donc, change effectivement de version au fil des révélations. Mais encore une fois, la commission d'enquête va faire son travail. On va entendre le Premier ministre, qui est aujourd'hui Premier ministre, qui est impliqué à plus d'un titre. L'intrication, elle est aussi du fait qu'il était à la fois père d'élèves, représentant politique sur le territoire. Mari d'eux aussi. Mari donc il y a une grande... ça entretient la complexité. Ce qui interroge, c'est comment ça a pu si longtemps rester sous le silence. Et le terme de déni, il est utilisé dans le rapport de la Civise sur ces questions-là. C'est quelque chose de très puissant dans la société sur la question des violences. Et aujourd'hui, il y a Betaram, mais il y a beaucoup d'autres établissements privés dans lesquels on a entendu quel était finalement le projet de contrôle de l'enfance. Il y a des témoignages qui sont poignants d'enfants qui viennent et qui sont giflés par le directeur d'école en présence des parents et des parents qui ne réagissent pas. On a entendu aussi que effectivement tout le monde savait ce qui se passait à Betaram. Donc voilà, le problème, il y a deux choses. C'est qu'il y a l'actualité et le fait que enfin la parole sorte, et ça, ce qu'on dit, nous à la CFDT, ça nous paraît indispensable. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce que collectivement nous allons faire de ça. Alors, je propose qu'on détaille ensemble ces trois aspects qui me paraissent effectivement essentiels. Déjà, la place, effectivement, vous l'avez dit, d'une gifle à l'instant. François Bayrou, il n'y a pas si longtemps encore, rappelait que la gifler un enfant était un geste de père de famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une affaire de société, de manière dont on voit le rapport éducatif, le rapport père-enfant. Déjà. Au-delà des drames de Betaram. J'aimerais juste une réaction à ce sujet. Oui, alors, si je dois peut-être, porter un jugement sur la communication de François Bayrou quand il exprime ceci, c'est probablement une maladresse en termes de communication, parce que ça donne à voir sur un état d'esprit qui est un peu... Aujourd'hui, on ne peut plus penser ça comme ça. On peut plus penser que le châtiment peut avoir des vertus. Oui, c'est une parole maladroite, ça c'est certain. Mais ça veut dire qu'effectivement, de nombreuses familles, comme vous l'avez rappelé, et aussi de chefs d'établissement, puisque ça a été le cas pour de nombreux pensionnats apparemment. En tout cas, ça sort aujourd'hui. L'enquête, effectivement, le prouvera ici à Betaram, mais aussi pour d'autres affaires, que ça faisait partie de la manière dont on éduquait encore les enfants. Est-ce que réellement on peut se dire qu'aujourd'hui c'est terminé ça ? En tout cas, nous, on l'appelle de nos voeux. En tant qu'organisation syndicale, la CFDT, elle demande à ce qu'il y ait dans les établissements publics et privés, pour notre champ, c'est le public, qu'il y ait les moyens d'entendre la parole des élèves et que les adultes puissent fonctionner ensemble sur des sujets qui sont le harcèlement. Parce qu'il y a la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces politiques et finalement assez peu de moyens financiers et humains pour mettre en musique ce qui est une priorité. Donc, je rappelle quand même qu'il y a eu un rapport d'inspection en 1996 sur Betaram et que l'inspecteur s'est exprimé aussi. C'est pas ça qui était regardé. Aujourd'hui, je crois que c'est ce que disait Amandine. Enfin, on peut espérer que dans la société, c'est ça qui va être regardé. Autant qu'on ne parle pas que de châtiment, en l'occurrence pour Betaram, et il est aussi question de faits beaucoup plus graves, et notamment des agressions sexuelles. C'est ça. Mais souvenez-vous du débat sur la fessée et l'interdiction de la fessée qui était passée avec un cavalier législatif dans un texte qui n'avait rien à voir avec le sujet. Pour nous à la CFDT, on le dit depuis longtemps, c'est quel projet éducatif pour la jeunesse. Et dans ce projet-là, il y a l'école publique, il y a l'école privée, il y a tout le milieu culturel, associatif. Mais ça, tant qu'on ne le définit pas, parce que les problématiques de violence sexuelle, elles sont sorties là dans une école privée qui avait un fonctionnement assez délirant avec beaucoup
des choses où les gens étaient en vase clos, mais on a entendu des sportifs à la fin de leur carrière, beaucoup de femmes, encore une fois, redire aussi que c'est quand même aussi beaucoup les femmes qui sont victimes de violences. On a entendu des femmes, ce qu'elles avaient subi dans le cadre de leur vie de sportive. Donc il y a quelque chose qui nous explose au visage depuis 5 ans. Qui est un sujet de société de manière générale. Voilà, qui est un sujet de société de manière générale. On n'est pas les seuls, mais la société française a à se regarder effectivement dans le miroir qui lui est tendu est pas très facile. Et c'est par des procédures collectives qu'on arrivera à probablement changer les choses. Mais justement, c'est là où intervient effectivement ce que vous disiez tout à l'heure et qui était très important, c'est le déni collectif, dont parle d'ailleurs la fille de François Bayrou elle-même, Hélène Perlan, qui dit elle-même accuse ce déni collectif de société depuis très longtemps, mais toujours actuel. Et dans ce cadre de déni collectif, est-ce que réellement on peut faire société et prendre collectivement la cause? C'est la question que je vous pose à tous les deux pour revenir après sur l'omerta qui règne notamment à Beta-Haram. Très honnêtement, je le souhaite et je pense que Beta-Haram va contribuer, comme d'autres scandales ont eu lieu et ont éclaté dans la société ces dernières années, vont contribuer à faire évoluer les mentalités et que de ce drame va ressortir des choses qui seront un peu plus positives. En tout cas, je le souhaite. Mais c'est vrai que le déni collectif sur des sujets qui sont parfois des sujets extrêmement délicats, sensibles, qui peuvent être gênants, c'est quelque chose qui existe. Et je pense que le meilleur moyen justement d'éviter ces formes de déni, c'est de verbaliser tout ça, c'est d'en parler et de dire les choses de manière extrêmement explicite. Et c'est ce que va permettre le travail parlementaire qui est fait, le travail de l'enquête. Les questions sont précises, ils attendent des réponses précises et les questions, peut-être que demain, le Premier ministre va être un peu poussé dans ses retranchements ou dans ses contradictions pour essayer de comprendre justement si c'est du déni ou du mensonge. Mais tout ça, c'est aussi peut-être un bien pour un mal parce que ça permet de verbaliser les choses et de mettre de la compréhension sur tout ça pour pouvoir le partager et le faire qu'il y ait une prise de conscience. Je rappelle sur cette notion justement de déni et de mensonge, en mars 2024, donc François Bayrou, qui n'était pas encore Premier ministre mais qui le devient, avait nié avoir rencontré le juge Mirande malgré les révélations du journal Le Monde. Donc là, le chef du gouvernement, 1 an plus tard, devant l'Assemblée, maintenait sa version des faits en expliquant n'avoir jamais rencontré le magistrat, qui pour autant était son voisin, je le rappelle. Il avait précisé n'être jamais intervenu, ni de près ni de loin, auprès des enquêteurs de l'affaire. Évidemment, on n'est pas là pour faire l'enquête, on le rappelle encore une fois, mais c'est vrai que pour nous tous, que l'on soit effectivement à la CFDT, que l'on soit expert en communication, journaliste ou agriculteur ou peu importe, on se pose tous cette question de se dire à un moment, mais comment est-ce possible d'être à la fois Premier ministre, avoir une telle fonction et se retrouver devant une commission d'enquête en maintenant de tels propos? Sur les propos, je ne ferai pas de commentaires, mais encore une fois, dans le cadre d'une vie démocratique, le fait que n'importe qui, y compris le Premier ministre, puisse à un moment donné avoir à répondre à une commission d'enquête parlementaire, d'un point de vue démocratique, ça nous paraît très sain. Après, le prolongement, c'est aussi, vous parliez de la prise en compte de la parole. C'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans nos institutions, notamment scolaires, de la parole des élèves. Et là-dessus, on a beaucoup de progrès à faire, on a des outils, on les utilise trop peu, trop mal, et il y a beaucoup de communication politique, parfois sincère. Je crois que Elisabeth Borne, en tout cas, a donné des signaux qui sont puissants en termes de symboles, mais les symboles, ça suffit pas. Il faut aussi que dans les établissements scolaires, les personnels, l'ensemble des personnels, les enseignants, mais aussi tous les personnels éducatifs et administratifs, puissent concourir à organiser un climat scolaire qui permette de faire émerger les choses. Alors après, encore une fois, une grande partie des violences sont en milieu familial. Mais pardon, mais je veux dire, les enseignants font beaucoup et tout le personnel enseignant énormément. Mais si, dès le départ, c'est vicié au niveau de ceux qui nous dirigent, aussi c'est vicié au niveau de l'État, il y a quand même une question qui se pose. Encore une fois,
sous réserve d'eux, puisqu'on n'est pas enquêteur, mais j'aimerais votre position sur ce sujet, s'il vous plaît, Amandine Schiappa, parce que quand on voit un tel personnage de l'État auditionné par une commission d'enquête, est-ce que, et donc dans la plus grande affaire de violence et de pédophilie probablement en France aujourd'hui, qui se joue avec plusieurs autres établissements qui sont quand même mis en cause, est-ce qu'on n'est pas face à un scandale d'État? Est-ce qu'on n'est pas dans une inquiétude réelle? On est face à un vrai problème et face à un vrai scandale et François Bayrou doit être en train de préparer ce moment qui est un moment important et quoi qu'il arrive, ça ne va pas être simple pour lui, ça va être compliqué parce que ce soit du déni ou que ce soit du mensonge, dans les deux cas, effectivement, comme vous le disiez, qu'un personnage aussi haut dans la hiérarchie de l'État qu'il mente ou qu'il soit dans le déni, c'est quelque chose de grave aussi parce que on pourrait se dire finalement le moins pire entre les deux, ça pourrait être le déni parce que un Premier ministre qui ment, voilà, c'est. Mais en même temps, être à ce niveau-là de l'État et admettre quelque part qu'on n'a pas vu ce qui se passait au plus près de chez soi, et y compris au sein de sa propre cellule familiale, c'est quand même quelque chose qui est difficile à révéler et qui dit aussi de la complexité de ces sujets. Voilà. Est-ce qu'il va bénéficier d'une immunité en raison de sa fonction ? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne m'engagerai pas là-dessus. Patrick Mignola, qui est ministre chargé des relations avec le Parlement, déplore des calculs politiques dans cette histoire contre François Bayrou. Il dit, je vois bien qu'il y a derrière tout ça beaucoup de calculs politiques contre le Premier ministre. On imagine avec effectivement cette audition qui donc sera menée par le député LFI Paul Vannier, à côté des députés Renaissance Violette Spilbou. Donc chacun y va de son avis sur le calcul politique et autres. Est-ce que cela, pour vous, finalement, ne fait aucun sens, ce n'est même pas écouté ou c'est à prendre en compte? C'est la mousse médiatique, c'est normal, ça fait partie du jeu. Encore une fois, les commissions parlementaires, qu'elles soient de l'Assemblée nationale ou du Sénat, elles sont transpartisanes. Et sur un certain nombre de sujets, ça montre la qualité justement du débat politique et de ce qu'on en fait. Mais je voudrais revenir quand même sur... Enfin, je vous ai dit, effectivement, nous, on ne commande pas la responsabilité de François Bayrou, mais institutionnellement, il y a la question du rapport dont on a parlé tout à l'heure. Sur un autre sujet, sur l'école Stanislas, il y a aussi une polémique assez importante sur un rapport qui a été visiblement dont la teneur a été édulcorée. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de le retentissement de ce scandale. Stanislas, c'est pas des agressions sexuelles, c'est de l'homophobie, de la LGT-phobie. Enfin, c'est quand même des choses très graves. C'est très récent et on a fait découvert qu'il y avait des rapports d'inspection qui avaient été allégés pour le moins, ou en tout cas sur les lettres d'accompagnement du rapport. Donc c'est ça aussi qui entraîne une inquiétude et pour le coup pas de naïveté. Il faut, notre système politique et démocratique, il doit faire la lumière, ça c'est une évidence dans l'ensemble, mais surtout on doit changer. Aujourd'hui on a un système éducatif où les adultes sont en grande difficulté et les élèves sont en très grande difficulté. C'était déjà avéré avant le Covid, on avait des chiffres. L'épidémie de Covid a renforcé ce malaise-là et pour autant, aujourd'hui, nous, on considère à la CFDT qu'on n'y répond pas de manière assez précise. Juste dernière question, reconduction de la Ciivise et le fait que donc, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a parlé des renforcements de contrôle dans les établissements, ça vous rassure aussi? Alors, c'est indispensable? Oui, absolument. Et on recrute pour contrôler, mais... Et cette dimension-là est indispensable, mais en fait le contrôle il va pas sans l'accompagnement et puis encore une fois on contrôle, mais quelles sanctions sont véritablement prises contre les établissements privés sous contrat d'association avec l'État, donc avec la force publique, qui n'ont pas respecté un certain nombre de clauses du contrat et pour lesquelles il n'y a pas eu de conséquences. Parce que encore une fois il y a la communication politique et c'est très bien. Et nous à la CFDT on représente les personnels de direction mais aussi les personnels d'inspection, l'ensemble des personnels ça va être une charge de travail. Et puis encore une fois, donnons-nous rendez-vous, Virginie, dans un an, dans 3 ans,
pour aussi voir... J'espère avant. Hein. Oui, avant, mais ça prend du temps aussi pour faire la lumière. Enfin, le temps de la justice n'est pas le temps politique et le temps éducatif est aussi un temps long. Mais donnons-nous rendez-vous. La convention citoyenne qui est organisée, elle n'est pas organisée sur ce sujet-là, mais elle nous paraît pour nous trop limitée, même si c'est le temps de l'enfant, c'est une formule qui frappe et qui est intéressante. Mais en tout cas, donnons-nous des rendez-vous citoyens pour que l'école, mais pas seulement l'école, parce qu'on l'a dit, c'est pas forcément à l'école de tout porter. Oui. C'est un sujet de société. Voilà. De manière globale. Comment est-ce qu'on va travailler? C'est un sujet de fond. On en a pour des années. Est-ce qu'on veut protéger nos enfants, tout simplement? Je crois que c'est un peu le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Amandine Schiappa, spécialiste en communication sensible. Laurent Kaufmann, secrétaire fédéral CFDT Éducation. Merci. À vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Ewen Blin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes auteur et dessinateur, entre autres, de ce roman graphique, cette bande dessinée, Le Masque du Renard, paru chez Glénat. C'est l'histoire de Romain, un adolescent qui vit a priori dans la ruralité. Vous voyez, déjà, la couverture est absolument sublime. Mais on va en parler justement précisément de ce grain. Je reviens donc sur le pitch, mais vous allez peut-être mieux le dire que moi. Donc Romain mène une vie de lycéen assez classique, on appelle ça ordinaire, mais ordinaire, c'est un mot qui peut être paru un peu comme vilain, quoi, mais un peu... Ça me va très bien, c'est l'adjectif ordinaire. Effectivement, il n'y a rien de vilain, c'est tout à fait presque banal, mais en tout cas, c'est une manière, c'est un choix de ma part, effectivement, de l'avoir inscrit dans ce genre de cadre. Etc. Donc classique. Il a évidemment des amis. Enfin, je dis évident, c'est pas tout à fait évident, mais en tout cas, en l'occurrence là, il partage évidemment sa vie entre les cours et les sorties, entre potes, avec notamment Paul et Gabriel, qui sont ses amis. Et puis, il voit l'apparition furtive de ce... Alors, en couverture, il est grand, ce renard. Il n'est pas toujours, effectivement, lors de ses sorties ou de ses balades. Mais voilà, ce renard apparaît. Cette figure est centrale dans le livre. Pourquoi avoir choisi cet animal ?
Alors, le renard, en fait, il faut savoir que le récit s'attache à une légende japonaise, parce que le renard centralise énormément d'imaginaire autour de lui au Japon. Et dans le récit que j'ai mis en place, il existe un autre personnage dont on n'avait pas encore parlé, qui s'appelle Comme, qui est donc franco-japonais. Et donc, il initie, enfin, en tout cas, il raconte cette légende auprès de son nouvel ami Romain, donc le héros de l'histoire, à savoir que les renards, notamment au Japon, ont cette faculté, entre guillemets, de pouvoir se métamorphoser à loisir, et notamment parfois de prendre les traits, par exemple, d'une jolie jeune fille pour peut-être duper les jeunes garçons un peu naïfs. Voilà, je pars de cette idée-là et après je développe un récit autour de ça, sans forcément que ce soit le récit principal, mais en tout cas ça permet de mettre une certaine particularité, en tout cas un certain, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas ça a une certaine saveur au récit. Mais effectivement, cette saveur dont vous parlez de personnes dupées, de personnes un peu naïves. Le renard a toujours cette image, effectivement, de l'animal qui est malin, qui est rusé. Voilà, on parle toujours de ruse. Particulièrement en Europe, mais effectivement un petit peu aussi au Japon, même s'il il est aussi assez... il a beaucoup de vertus très positives au Japon, mais pas que, en tout cas. Et cette métamorphose, effectivement, du renard, tout ça, dans cette nouvelle rencontre avec Comme, donc, qui est franco-japonais, c'est vrai que la culture japonaise joue un rôle extrêmement important, ne serait-ce qu'au travers, effectivement, des dessins de ce livre. Je rappelle que vous en êtes à la fois l'auteur et le dessinateur, l'illustrateur. On voit donc l'utilisation du sépia ici, qui pourra apporter un grain un peu suranné peut-être, mais j'imagine qu'elle n'est pas, c'est pas forcément de ce sens-là que vous l'avez utilisé. Non, suranné, c'est peut-être pas le bon terme. Ce que je voulais, quand j'ai construit ce récit, je voulais quelque chose qui soit extrêmement bienveillant, doux, vraiment comme une sorte... je vais faire une petite aparté, une petite anecdote parce que je trouve ça intéressant. C'est que pendant la production de ce récit, mon éditeur m'a dit qu'en fait, ça lui est pensé à un genre très particulier de manga qui s'appelle les Iyashikai, qui sont un terme en fait qui veut dire plus ou moins guérison, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est un genre de manga qui est, on va dire, réconfortant, qui va avoir des vertus réparatrices potentiellement, et qui va accompagner le lecteur sans forcément faire des grands récits, mais en tout cas qui va le cajoler, lui donner un petit peu de bien-être. Et je crois que mon récit, en grande partie, est dans cette idée-là. Et donc effectivement, la couleur telle que je l'ai mise en place, je pense, participe à cette ambiance-là, à ce ressenti-là. Oui, ce ressenti effectivement de douceur, de rondeur, de quelque chose de très enveloppant, effectivement. Et c'est aussi cette histoire-là, puisque c'est une histoire d'amitié. Alors, il y a peut-être des tensions, mais enfin bon, alors sans tout raconter, effectivement. Donc je disais, il y a Paul, Gabriel et donc fameux Romain, qui est donc le personnage central de cette histoire. Il y a un lien peut-être un peu plus fort, effectivement, entre Paul et Romain. Je crois qu'ils se mettent en couple, c'est ça? Oui. Voilà. C'est l'âge de l'adolescence. Exactement, et puis une sorte de colère. En fait, on sent des tensions, on sent des angoisses et puis surtout des silences. C'est aussi l'idée de raconter ce qui se passe dans le cœur des jeunes et des ados à ce moment-là, où on découvre les relations amicales et amoureuses. Tout à fait. Pour moi, c'est assez central cette période-là. Elle cristallise beaucoup de choses, je trouve, dans le vécu de chacun et de chacune. C'est que effectivement, l'adolescence est ce moment-là où on commence à s'ouvrir à l'autre et à découvrir un petit peu ce que c'est que les relations sociales, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'hésitations. Et donc j'ai essayé de retransmettre ça au maximum à travers notamment les relations amoureuses, mais aussi les relations amicales, parce que c'est un package global, il n'y a pas de frontières toujours si bien définies, et donc c'est un peu ce que j'ai voulu mettre à travers ce récit. Oui, encore moins à cet âge-là, effectivement. Et puis il y a le partage aussi avec la famille, les relations avec le père qui sont sous-jacentes, effectivement, dans l'écrit entre Romain et son père. C'est peut-être aussi ça que vous allez vous montrer, cette solitude face à la relation des parents et des enfants, le fait de pouvoir parler, dire des choses. C'est difficile quand on est adolescent de parler à ses parents et réciproquement quand on est parent de savoir comment parler à son adolescent. Donc effectivement, j'ai voulu montrer un petit peu ça. J'ai essayé, notamment dans cette relation parentale, de la part du père, de montrer qu'il y avait des possibilités, c'est-à-dire qu'il laisse des portes ouvertes auprès de son fils, mais bon, est-ce que son fils les saisit bien? Peut-être pas, mais voilà, j'ai essayé de parler des choses peut-être assez banales, mais en tout cas qui me semblent assez importantes et assez fortes précisément à cet âge-là. Donc ces relations qui se nourrissent, qui grandissent, une relation très forte entre Comme et Romain. Et toujours ce renard, qu'est-ce que vous allez vous montrer justement de cette révélation? Je veux pas divulgacher en même temps, spoiler la BD, mais bon, c'est ce récit aussi intime, cette découverte effectivement des sens, de cet éveil des sens. Au-delà des sens, oui, effectivement, c'est un éveil, c'est une découverte des sentiments, de la réciprocité, de la découverte de l'autre, de soi aussi, et donc essayer de
comprendre comment faire interagir tout ça et l'éveil des sens, effectivement, parce que voilà, c'est pas un grand spoil parce que je pense que l'histoire nous amène assez naturellement vers ça, mais il y a une histoire d'amour naissante entre clairement Romain et Côme, et donc du coup comment ces questionnements se passent à cet âge-là et comment on arrive à se débrouiller avec tout ça. Côme a l'air de savoir très bien ce qu'il veut, en tout cas plus que Romain, qui lui est dans une espèce de moment de flottement, et en tout cas petit à petit il va comprendre que peut-être ça pourrait être quelque chose, une aventure, quelque chose d'intéressant à vivre. Et le lien entre le renard justement et cette aventure qui se crée en fait entre les deux? Eh bien, le renard, quelque part, est une sorte de guide un petit peu à travers tout le récit, mais autant pour le lecteur que pour le personnage principal, à savoir Romain. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai plus ou moins pensé. Et donc, effectivement, il va peut-être permettre à Romain de peut-être petit à petit comprendre un petit peu ce qu'il est, ce qu'il a envie, ce qu'il veut dans la vie, quoi. Ce qu'il ne veut pas voir, quoi, peut-être. Peut-être. Est-ce que je ne sais pas s'il ne veut pas voir. Je pense qu'il a une certaine naïveté. En tout cas, voilà, c'est au lecteur de l'interpréter. Peut-être qu'il ne veut pas le voir. Ça, je laisse libre interprétation près de lui. Alors, effectivement, Yashikei, vous en avez parlé, ce genre de manga réconfortant, positif, rassurant, où il n'y a pas forcément... bienveillant. Où on ne cherche pas forcément des drames, où il n'y a pas forcément une intrigue absolue. Non, juste, voilà, on raconte. Alors... Là, il y a une certaine intrigue, effectivement, mais c'est aussi ça, hein, cette idée qu'on peut être bienveillant aussi à l'égard des autres, peu importe, en découvrant effectivement l'amitié, la sexualité, ou peu importe les sentiments. C'est ce message-là que vous allez vous faire passer aux lecteurs, aux jeunes lecteurs? Eh bien oui, je ne sais pas comment le dire autrement, mais dans l'idée, effectivement, on en est là. Ça s'adresse, le Masque du renard, aux plus jeunes comme aux plus âgés? Moi, je l'ai pensé de manière globale, c'est-à-dire pour moi, c'est un livre tout public, mais effectivement, je pense qu'il est intéressant à lire pour des adolescents. C'est la première impulsion quand j'ai écrit ce récit, c'était que je voulais l'écrire à mon moi adolescent. C'est vraiment que je l'ai pensé comme tel. Et puis je me suis dit, après, au-delà de ça, parce que j'ai des neveux et nièces qui aujourd'hui ont cet âge-là, voire même un peu plus vieux, et donc pourquoi pas s'adresser effectivement à des adolescents d'aujourd'hui, parce que c'est aussi un récit actuel, et aussi aux parents. Je pense que c'est important aussi. Parfois, j'ai eu des retours de parents qui étaient intéressés par rapport à ça, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a cette difficulté-là quand on est parent de réussir à discuter avec son adolescent. Et donc du coup, j'espère que en tout cas, ça sera reçu de manière bienveillante et agréable par les parents également. Ah oui, c'est certain, aucun doute là-dessus. Le Masque du renard, paru chez Glénat, voilà. Ewen Blin qui à la fois a écrit ce roman graphique, cette bande dessinée, et en même temps illustré avec ces très très jolis dessins. Merci à vous d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci Ewen. Tout de suite, on va retrouver la chronique de Shirley. Ils sont jeunes, ils sont chinois et ils ont honte d'être au chômage. Et un chômage qui les touche de plein fouet. Et cette honte, Shirley, elle les pousse à camoufler leur situation en recourant à des moyens, assez inattendus. Oui, et ce pour ne pas inquiéter leurs proches, mais aussi parce qu'en Chine, la situation est assez exceptionnelle. La pression sociale est très forte. Là-bas, le chômage, Virginie, c'est un déshonneur. Alors que font-ils exactement pour camoufler leur absence de situation professionnelle? Eh bien, ils font semblant de travailler. Certains passent leur journée dans la bibliothèque ou bien dans des cafés pour tromper l'ennui, également pour avoir l'impression de journée bien remplie. Mais d'autres vont plus loin, ils recourent à des services particuliers d'entreprise qui leur proposent, tenez-vous bien, des emplois fictifs. On les accueille dans des bureaux vides, parfaitement agencés, où ils peuvent passer la journée et prendre des photos pour faire croire à leur famille, à leurs proches, qu'ils sont en train de bosser très dur. L'une de ces entreprises est basée à Qinhuangdao, dans la province d'Hebei, dans le nord de la Chine. Elle s'appelle Pretend to Work. Voilà, comme ça c'est clair. Coût d'une telle simulation, 30 yuan, soit 4 € la journée. Un concept qui fait florès sur les réseaux sociaux chinois comme Red Note par exemple. Tout plein d'entrepreneurs, en fait, ils font la promotion de leur bureau vide dans un contexte où, ils le savent, les jeunes Chinois ont du mal, dès la sortie de l'école, à trouver du travail. Mais aussi avec ces multiples licenciements qui ont lieu dans ces entreprises ces derniers temps. Écoutez, Hui, elle a 30 ans, 2 licenciements en un an. Elle témoigne sur TikTok. Hello, Hui from China. Well, me, 30 ages, single, now jobless. I was laid off by a new company after I worked for them for 5 months. I guess also that's why they choose me, because I am still not an official employee, right? So they don't have to pay a lot. Last year, 2024, in
May, I was laid off by ByteDance, which is the founding company of TikTok. And I gapped for 5 months, and then I found a job. Now, after 5 months, I was laid off again. What a good luck! Bon, traduction rapide et résumée, Hui se désole de sa situation, 2 expériences professionnelles de 5 mois qui ont été écourtées parce qu'elle s'est fait virer. Et voilà, quelle chance incroyable à 30 ans de se retrouver au chômage. Par TikTok. Je fais bien. Très bien. Si le chômage donc, est assez important chez les jeunes de manière générale, surtout la tranche des 16-24 ans qui est touchée. Oui, exactement. C'est un problème qui dure depuis au moins 3 ans. En 2022, il a commencé à émerger et c'est devenu pire en 2023. Au mois d'avril de cette année-là, c'est la première fois que le taux de chômage des 16-24 ans dépasse les 20%. Et quand il bat son record, à savoir 21,3% le mois d'après, donc en juin 2023, les autorités chinoises décident ni plus ni moins d'arrêter de publier les résultats. Aujourd'hui, le taux de chômage a baissé. Selon les données officielles que l'on peut à nouveau consulter, il est de 17%, peut-être même plus selon certains experts. C'est quand même un fléau. Oui, alors quasiment un jeune sur 5 de moins de 24 ans, Shirley. Alors comment expliquer ce fort taux de chômage? Eh bien déjà, la Chine est un pays très peuplé. Près de 12 millions d'étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire en juin 2024, ce qui a tendance évidemment à rendre la concurrence plus rude sur le marché de l'emploi. Et puis l'empire du milieu a beau être la 2e puissance économique mondiale, son économie connaît un fort ralentissement. Fini l'état de croissance exponentielle des années 90 et 2000. C'est aujourd'hui une Chine qui a du mal à se relever depuis la pandémie de Covid-19. Crise immobilière, consommation intérieure en berne, production industrielle à la peine. À cela s'ajoute, ça ne vous aura pas échappé, la guerre commerciale avec les États-Unis, un duel absolument féroce. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump défie tout le monde côté taxes douanières, mais c'est avec la Chine qu'il fait le plus monter les enchères. Qu'à 145% de droits de douane sur les importations chinoises, a-t-il annoncé le mois dernier. La Chine avait riposté, 125% sur les produits américains de son côté. Or, les États-Unis, c'est quasiment 20% des exportations chinoises selon Hong Kong Economic Journal. Donc forcément, 145% de droits de douane, ça crée des répercussions sur l'économie, sur le marché du travail. Et dans ce contexte, on voit mal comment les jeunes pourraient mieux s'en sortir pour décrocher un emploi. Et malgré la trêve décidée hier entre les deux parties ? Indéniablement, elle soulage cette trêve que vous mentionnez, Virginie, entre la Chine et les États-Unis, qui consiste en une suspension des droits punitifs de chaque côté. Plus que 30% pour les produits chinois importés aux États-Unis et 10% pour les produits américains importés en Chine. Écoutez le témoignage de cette entrepreneuse chinoise sur France Culture ce matin. Elle se réjouit de cette trêve. Je suis très contente. C'est une bonne nouvelle pour nous exportateurs. C'est seulement pour 90 jours, mais 30% au lieu de 145, c'est déjà très bien. Maintenant, on espère que ça va revenir à 10-20% comme avant. De toute façon, si les droits de douane sont au-delà de 40%, ça veut dire que nous ne pouvons plus exporter. Alors elle l'a dit, cette trêve, elle est temporaire, 90 jours à partir de demain en principe. Qui sait si après ça ne va pas repartir en escalade des taxes entre les 2 plus grandes puissances économiques du monde. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Xi Jinping, le président chinois, affirmait vouloir faire de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité absolue. Mais malgré les salons de l'emploi, les annonces officielles et même les révisions de statistiques, peu d'amélioration. En Chine aujourd'hui, ce n'est pas seulement une génération qui cherche un emploi, c'est une jeunesse qui cherche sa place et qui, ironie du sort, ne la trouve facilement que dans des bureaux vides. Merci beaucoup pour cette chronique, Shirley. Merci. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Il y a quand même aussi une augmentation des troubles psychiques, effet Covid, que semblent confirmer beaucoup d'études épidémiologiques aujourd'hui. Mais vous insistez quand même et vous dites la dégradation, attention, elle avait commencé avant et de façon notable. Donc méfions-nous d'une surinterprétation du confinement et du Covid. C'est ça. Les études montrent plutôt qu'il y avait effectivement une tendance qui était déjà présente en termes de vulnérabilité, notamment psychique, dans la santé mentale, notamment des jeunes et des enfants, mais que ça a continué avec le Covid. Donc les études, elles ne montrent pas tout à fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est complètement créé avec le Covid. Pas du tout, elles ne montrent pas ça. Mais malgré tout, on le voit bien, il y a eu quand même un effet avant-après.
Et les gens en parlent comme ça d'ailleurs souvent en disant depuis le Covid, avant le Covid, maintenant avec le Covid, etc. Donc, on doit d'autant plus s'y prêter attention. Ouais. Et ça, c'est en fait les vulnérabilités, elles se sont quand même accentuées à ce moment-là. Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est un marqueur, mais que ça allait mal avant. Donc, ce serait une erreur, en tout cas, que tout attribuer au Covid. Il y a des choses structurellement qui atteignent la santé psychique des enfants, ensuite des ados, qui ne sont pas le cœur de votre spécialité à vous, mais on le voit à travers toutes les études épidémiologiques. Tout à fait. Oui, c'était là. Et aussi le manque de moyens humains et financiers pour aider ces personnes qui sont en souffrance. Comment on dessine ce projet éducatif, avec qui et comment on enrôle toute la communauté? Un mot. On va commencer par les parents. Un mot, un seul, pas deux, pas trois, un mot, le bonheur. En fait, ça a été l'ADN même de ma campagne électorale. C'était pas d'avoir une vision politique particulière, c'était de dire comment on peut faire pour rendre les gens heureux individuellement. Parce que quand vous rendez les gens heureux individuellement, eh bien, individuellement, ça va bien à l'intérieur. Et quand ça va bien à l'intérieur individuellement, ça crée société, puisqu'un ensemble de personnes qui sont heureuses, eh bien ça crée société, être ensemble. Et nous, notre ADN, c'était le bonheur communal brut. Comment on peut faire pour qu'individuellement, chacun puisse trouver sa place? Et ça passe évidemment par l'éducation. On entend souvent dire, c'est vrai Nathanaël, que les Français ont historiquement plutôt du mal avec l'anglais, du mal à apprendre l'anglais. Je vous vois un peu tendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que tout le monde connaît la réponse. Ouais, mais pourquoi alors? C'est pas très compliqué, on part de très loin, mais il n'y a pas que les Français. On a des salles de cours où il y a 20 à 30 personnes dans la salle de cours. À partir de là, si vous faites un petit calcul, imaginons que vous avez 30 personnes, il y a 60 minutes dans l'heure de cours, ça fait 2 minutes par personne maximum. Le prof va parler la moitié du temps. Donc, il y a maximum 1 minute par personne pour développer son niveau d'anglais sur 1 heure de cours. Ouais, ça ne fait pas beaucoup, effectivement. Non. Alors, est-ce qu'il y a des freins psychologiques aussi ou structurels fréquents que vous observez chez vos élèves ou vos apprenants? Est-ce que, par exemple, on a peur de parler en anglais? Oui, mais ça, c'est la même chose. L'éducation nationale a quand même tendance à taper sur les doigts des élèves dès qu'il y a la moindre erreur. Et dans les langues, comme dans toute matière que l'on apprend, on doit faire des erreurs pour apprendre. Et malheureusement, c'est pas tout à fait bien intégré en France. Vous avez toujours été bon en anglais? Vous êtes natif sans doute? Je suis né en Angleterre, mon père ça est aide. anglais, donc franchement, comme ils me disent tous au travail, franchement, t'es pas un exemple. Non, pas un exemple. Bon, alors en revanche, vous savez sans doute que l'anglais est la langue incontournable en ce moment. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est ce qu'on nous a dit peut-être Lisa et moi dans notre enfance pendant des années. Il faut apprendre l'anglais parce que sans anglais, on ne peut pas travailler, trouver un emploi, partir à l'étranger. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore beaucoup plus le cas avec l'arrivée de l'IA et de l'Internet. Tout se passe en anglais. Ouais. Je pense qu'il y a les dernières stats sont 85% de l'IA est en anglais. Donc, bon. D'où l'important, justement, de maîtriser la langue. Quand on parle de l'éducation à donner aux tout petits, on insiste beaucoup sur l'importance des sens, notamment chez les bébés. Or, avec le Covid, singulièrement au début, ils ont été mis à mal. Par exemple, on ne pouvait plus toucher. Donc ça, on s'en souvient. Oui. Pourquoi c'est si important de toucher et d'être touché quand on est un bébé? Non seulement c'est important, mais c'est essentiel, en fait. C'est vital. Et ça nous a semblé aussi une évidence au bout d'un moment. Je dis ça parce qu'on était aussi un peu sidérés au début, mais petit à petit, on s'est dit, mais enfin, c'est quand même très contradictoire, cette demande-là de ne pas se toucher. Pour les bébés, le Covid, pour nous, c'est un peu l'attaque des corps et des liens. Et ce qu'il y a d'essentiel pour le tout petit, c'est le corps et le lien. Donc voilà, il y a quelque chose qui est fondamental là. Qu'est-ce qui se passe pour un bébé, un petit enfant qui est privé de ce lien-là? Alors pas avec les parents pouvaient continuer, mais avec les autres. Alors ils pouvaient continuer avec les parents, évidemment. Heureusement que cet essentiel-là n'a pas été touché. Mais avec des parents qui parfois étaient quand même affectés, touchés, appauvris psychiquement, etc., dans l'angoisse, etc. Donc on parle de ces situations-là. Et pardon, du coup, vous disiez... Et le fait de ne pas être touché, de ne pas être pris dans les bras, de ne pas être c'est quelque pris par l'un par les autres, en quoi ça affecte en fait l'enfant, ce défaut de rapport au physique? C'est comme ça qu'il se construit, en fait. C'est comme ça qu'il construit son identité, c'est comme ça qu'il construit son être individuel et relationnel, son être social. Donc être privé de ses contacts, il y a quelque chose qui peut quand même... Ou en tout cas... d'avoir des contacts appauvris, parce qu'ils n'ont pas été complètement déprivés, évidemment, mais il y a quelque chose qui peut petit à petit se déliter dans cette inscription, dans son corps, dans son identité, et dans le relationnel, et dans le social.
vous tendez la main. J'ai cru comprendre à tous ceux qui sont en perte d'inspiration, en perte de vitesse à l'école, à tous ceux qu'on appelle les décrocheurs. J'ai cru comprendre que vous avez utilisé plusieurs dispositifs. Il y a une attention particulière que vous apportez dans votre vie justement à ces décrocheurs, peut-être en termes de prévention. C'est une très bonne question. Je vous disais tout à l'heure que parfois les enfants ne trouvent pas leur place à l'école. Il y a d'autres manières de trouver sa place dans la société. Quand vous ne trouvez pas votre place à l'école, peut-être que vous pouvez la trouver dans le sport. Peut-être que vous pouvez la trouver dans l'art. Peut-être que vous pouvez trouver cette place dans la culture. Et c'est la raison pour laquelle on a mis plein de dispositifs en place à Dourdan, notamment, par exemple, l'orchestre à l'école. Parce que la musique, c'est un levier qui peut être essentiel pour pouvoir trouver sa place dans la société. Et c'est pour cette raison-là qu'on a fait la médiathèque gratuite, qu'on a fait donc l'orchestre à l'école. Ça nous coûte près de 15 000 ou 20 000 euros par an pour permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité, par exemple, d'aller au conservatoire, même si c'est un conservatoire municipal, eh bien, d'apprendre un instrument de musique et de trouver l'inspiration et aussi c'est une sorte de confiance en soi. Parce que quand on n'est pas bon à l'école, il y a des enfants qui ne sont pas bons à l'école, il y a des enfants qui ne se retrouvent pas à l'école, peut-être qu'ils peuvent être meilleurs dans d'autres disciplines, comme l'art, le sport et la culture. Ce sont des leviers essentiels. Et ça, toutes les écoles dourdanaises en bénéficient, tous les élèves de Dourdan? Oui, c'est important. Je vous disais, pour que les gens puissent trouver leur place, il faut d'abord qu'à l'école, qu'il n'y ait pas de différence. Ensuite, que les élèves soient dans des conditions convenables d'apprentissage, des écoles neuves. Et puis ensuite, si on n'arrive pas à les accompagner éducativement avec nos équipes et nos enseignants, on peut peut-être trouver des leviers parallèles qui leur permettent de prendre confiance en soi. L'art, la culture et le sport. Nous, on pense que l'IA est là pour aider le professeur. Alors qu'il y a beaucoup d'organismes actuellement. Duolingo vient d'annoncer qu'il virait tous ses professeurs pour les remplacer par de l'IA. Ils ont annoncé ça il y a 2 jours. Et le cours de bourse a pris 20% d'un coup. Donc, il y a beaucoup de manipulation en fait, d'informations pour profiter à la bourse. Bon, c'est comme ça. Nous, on n'y croit pas. On pense que le professeur doit demander à l'IA de faire un certain nombre de choses et pas l'IA de remplacer le professeur. Sinon, vous avez des ingénieurs qui se muent en pédagogues et qui essayent de créer une méthode. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. L'IA est incapable de dire, du moins aujourd'hui, si un stagiaire ou un élève est en difficulté quand par rapport à un sujet. Il n'est pas capable de savoir quand il faut l'encourager un peu, enfin tout ce que le professeur fait au jour le jour et qui est plutôt du ressort de la nature humaine. Bien sûr. Donc nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des grosses phases de préparation de cours, donc on a des milliards de données sur ce que les stagiaires font. On a quand même 150 000 stagiaires, donc ça va très vite. Ce que les stagiaires font, quels exercices sont bons, quels exercices sont pas bons. Là, l'IA, c'est parfait. L'IA est parfaitement capable de nous dire tous ces stagiaires-là ont réussi et ils n'ont pas fait cet exercice-là. Donc cet exercice-là, on peut l'enlever. Ça ne sert à rien par rapport au résultat. L'IA est capable de nous dire, voilà, tu as un cours avec 3 personnes, voilà le résumé de leurs erreurs et sur quoi il faut travailler. L'IA n'est pas capable de faire un cours. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci à Shirley d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous revoit quand, cher Shirley? Vendredi. Parfait, c'est noté. Merci à toute l'équipe aussi en régie. J'espère revoir vite. Xavier Sanchez à la réalisation, Alexis Oustabassidis au son, Laure Audemont au maquillage et Emma Ferré, Laura Gérard à la rédaction. Très belle soirée à tous. À demain. Ciao.